C'est une histoire que j'ai dû raconter à peu près, je sais pas, 500 fois, 1000 fois, je sais pas, on me pose la question à chaque fois. Alors c'est vrai que c'est une histoire un peu particulière. Alors déjà, c'est un label qui est à l'initiative des agriculteurs. Moi, mes patrons, ce sont des agriculteurs. Donc le label, il est la propriété des agriculteurs. Et donc il est né officiellement en juin 2013, donc on va avoir 13 ans cette année. C'est un bon chiffre. Hein. Eh oui, 13 ans. 13 ans cette année. Et l'objectif au départ, et c'est toujours le même d'ailleurs, je dis l'objectif au départ, mais c'est toujours le même, c'était, alors c'est un peu technique, mais se déconnecter de la volatilité des matières premières. Bon, je vais comprendre jusque-là. Ouais, donc la volatilité, ça veut dire qu'il y a des fortes variations de prix des matières premières. Et cette ça, c'est vraiment le problème initial à résoudre. Exactement, totalement, c'est exactement ça le constat. Le problème initial à résoudre, c'est comment sortir de ces marchés qui, lorsque les prix sont hauts, je vais faire l'inverse d'ailleurs. Quand les prix sont hauts, ce qu'on a connu au moment de la guerre en Ukraine, ça impacte le consommateur et les industriels aussi qui vont fabriquer les produits, ou les artisans aussi. Hein. Et puis, quand les prix sont bas, ce sont les agriculteurs qui sont impactés. Donc, comment sortir de ce schéma? Et 13 ans plus tard, le problème est toujours important, extrêmement important. Toujours d'actualité. Avec des conséquences catastrophiques sur les exploitations agricoles, sur les agriculteurs, mais aussi sur les consommateurs. Et si on voit plus large sur les populations en général. On va en reparler juste après. Qui sont les fondateurs à la base de Agriéthique France? Moi, je suis le fondateur du label. Oui. La chance que j'ai eue, c'est que je suis issu d'une coopérative. Une coopérative, ça appartient à des agriculteurs. Et ces agriculteurs, quand j'ai évoqué le sujet, ils y ont tout de suite adhéré. Et on m'ont donné les moyens de faire aboutir cette démarche. Donc, à l'initiative, ce sont des agriculteurs, bien sûr, je faisais partie de ce groupe de travail, qui sont les précurseurs de cette démarche, de ce label. Combien de filières aujourd'hui couvertes, labellisées par Agriéthique France? Alors, moi, j'avais relevé qu'il y avait 71 filières, c'est colossal. Merci de me redonner les chiffres. En effet, il y a 70 filières à peu près. Alors, céréales, légumes, végétaux, viande, œufs, exactement. Épices, alcool. D'ailleurs, j'ai été surpris. Oui, on a de l'alcool aussi. On a de la bière, de la bière équitable notamment. Parce que la bière, il faut de l'orge, bien sûr. Et c'est mieux, et du malt. Et c'est mieux quand ces ingrédients sont d'origine France et payés au juste prix pour l'agriculteur. Donc des filières qui sont couvertes, labellisées, concrètement, parce que là on parle d'un label. J'avais reçu d'ailleurs Origine France Garantie, c'est aussi un label. Là on est dans un autre contexte, on est dans un contexte qui va être plutôt celui de la filière agri. Concrètement, pour garantir une juste rémunération des agriculteurs tout au long de la chaîne, quels mécanismes de contrôle sont mis en place? Alors ça, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est ce qui nous différencie d'une marque. C'est-à-dire que le label, il est indépendant, complètement indépendant, neutre dans son jugement en fait. Et la première étape, finalement, ce sont souvent d'ailleurs, il peut y avoir des collectifs de producteurs qui viennent nous voir, bien sûr, ça arrive régulièrement, mais aussi des marques fortes, qui viennent nous voir. On peut les citer, hein. Oui. Alors les derniers arrivés, c'est les derniers, en tout cas les nouveaux arrivants, c'est notamment Bonduelle, qui est quand même le leader européen sur le légume, qui a un engagement extrêmement fort en agriéthique et va continuer son développement. On a aussi, alors je le cite, même si tout le monde le connaît, c'est Bretz, le fameux chipsier breton qui est en train il m'en voudra pas, Laurent Cavard, le patron, en train de casser la baraque dans le monde de la chips, faut se le dire. Je vais pas donner le classement, mais je pense qu'ils vont être rapidement numéro 1 de la chips consommée en France. Même devant Lay's? Oh. Oui, je pense, réellement. Ah bon? Je une belle marque à inviter alors dans toutes tes marques. Oui, c'est une marque hyper engagée et avec un patron hyper engagé aussi. Ça se ressent sur ses collaborateurs. Et j'en citerai une dernière parce que c'est la pionnière, celle qui a cru au modèle dès le départ. 2016. En 2016. Non, 2013, la boulangère.
Alors, c'est vrai qu'ils ont tardé à communiquer, mais ils sont très modestes, la boulangère. Mais dès 2013, ils étaient déjà engagés en agriculture. Okay. Et il y a la Berry aussi, je vu. Et la Berry Fine Foods, donc eux, ils sont engagés sur sur plusieurs marques. Blini, donc là, c'est pour du blini, pour du houmous notamment, et puis Atelier Blini aussi, qui est une autre marque de la Berry, et puis la Berry. Donc c'est 100% de la filière canard. Là, il y a des enjeux extrêmement importants, hein, dans un contexte de grippe aviaire et de, je dirais voilà. Donc qualité, donc là, c'est 100% du canard utilisé par la Berry, par la marque la Berry, est engagé en commerce équitable. Alors, ce qui est important, je disais, c'est les marques qui viennent nous voir. Voilà. Et c'est un engagement total de marque. Ça, c'est hyper important de le souligner. C'est-à-dire que, alors tu me poseras peut-être la question des labels tout à l'heure. Ça se traduit comment? Alors, ça se traduit comment quand la marque vient nous voir? Ils nous demandent souvent de certifier, alors pour les plus engagés, la totalité de la marque. Oui. Et d'autres, parfois, pour une gamme, un produit. Oui. Et on leur dit, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est cohérent en même temps. Oui, mais je pense que on est quasiment le seul label à faire ça en France. C'est-à-dire que quand un acteur comme Bonduelle, La Berry, Brett ou je ne sais qui vient vous voir avec des notoriétés extrêmement fortes et vous dit, bah voilà, moi je veux certifier qu'une partie de ma marque, soit vous dites non et vous respectez vos engagements, vos valeurs, vos convictions, soit vous dites oui par l'appétence d'avoir un partenaire comme ces marques-là. Oui. Donc non, nous on dit non. La première fois, ça se passe pas bien en fait. Faut être honnête. Ça se passe pas bien parce que ils ont des projets déjà bien ficelés, bien validés. Je pense ça se passe pas bien ou ça se passe pas bien. Disons que en cause leur logique industrielle peut-être. Et leur logique marketing un peu, dans le sens où non, mais non, on va réserver ce produit-là pour ce label-là. On en veut un peu, on sait jamais, mais on va tester. Voilà. Non, on teste pas avec Agritic. On s'engage. C'est un engagement d'entreprise, c'est un engagement stratégique. Et après, ce sont les équipes Agritic qui vont faire un diagnostic de la filière. Donc, on va aller rencontrer les producteurs, on va aller rencontrer bien sûr l'industriel qui transforme le produit. Pour déjà identifier le gap qu'il leur reste pour être conforme à notre cahier des charges. Et ça, c'est la première étape. C'est très technique, mais c'est important que... Ludovic, je vais rentrer juste un tout petit peu dans le détail, justement. Bien sûr, pourquoi pas, oui. Je tire un fil à toi de voir. Que je viens d'entendre. Qui contrôle justement ces fameux critères? Parce que j'entends qu'il y a un comité agri-éthique. Oui. Alors aussi des professionnels de la filière qui sont derrière. Alors, nous, notre expertise, c'est avant tout de faire le diagnostic de la filière, de mesurer le gap, comme je disais, entre la filière à l'instant T et le cahier des charges. Donc ça, c'est le rôle de l'équipe Agritic. Une fois qu'on a fait ça, on bâtit la feuille de route de mise en conformité, d'accord? Ça, c'est le job d'Agritic. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je dis pas que c'est terminé, parce qu'après, tu vas voir une fois Une fois qu'on a fait ça, c'est un organisme indépendant. D'accord. Un organisme certificateur. Payant. Qui va venir contrôler, exactement, qui va venir contrôler que la marque mérite bien la certification. Et une fois qu'il a la certification, il peut poser le label. Mais à aucun moment donné, Agritic n'intervient dans la certification. Nous, on ne certifie pas. Nous, on possède les standards, le cahier des charges, on le fait évoluer avec toutes les parties. L'organisme de contrôle, quoi. Non, pas du tout. Non, on ne contrôle pas. Nous, on ne contrôle pas. C'est vraiment l'organisme certificateur qui va venir. On est totalement indépendant par rapport à la certification. Par contre, nous, on est détenteur du cahier des charges. On va accompagner dans les collectifs de producteurs, par exemple, dans la structuration de leurs prix. C'est ça notre force, en fait. Et aujourd'hui, ce qui nous différencie aussi des autres, c'est qu'on a un rôle de médiation. Ça, c'est extrêmement important. J'imagine bien que si on prend je prends souvent le blé comme exemple, mais le prix du blé sur les marchés financiers que j'ai évoqué tout à l'heure, le prix du blé, il peut varier de 160 € la tonne et monter à plus de 400 € la tonne. Donc, alors que les acteurs qui sont en Agritic sont déconnectés de cette forte volatilité, de cette forte variation.
sont un peu au bout de la chaîne quand même. Bah, tous sont concernés. L'agriculteur, lui, va être concerné parce qu'il va être payé sur la base de ses coûts de production. C'est vrai que je l'ai pas expliqué, il va être payé sur la base de ses coûts de production, plus une marge pour qu'il puisse vivre comme toi, comme moi, de son métier. Mais sauf que quand le prix varie extrêmement à la hausse, l'agriculteur, il va pas bénéficier de cette hausse. Donc, on va venir dans ce cas protéger la marque et le pouvoir d'achat du consommateur. Dans le cas inverse, quand le prix chute, on va rester sur la base de ce coût de production et là, on va venir protéger l'agriculteur. Sachant qu'il y a un très bel exemple là-dessus, on va remonter un peu l'histoire. Il y a quand même eu une très grande crise du blé, notamment due à la Russie, il y a 2 décennies, au passage, qui avait vidé les caisses mondiales du blé, si ma mémoire est bonne. Et on a eu beaucoup de souffrances derrière, parce que certes, les prix ont augmenté, mais les agriculteurs n'en ont pas profité. Mais tu sais, alors on aurait pu évoquer le cacao aussi. Mais tu disais il y a 2 décennies, c'est exactement le début de la réflexion d'Agriéthique. Bah, ça s'appelait pas Agriéthique à l'époque, ça s'appelait contrat durable. Mais c'est exactement ça. Et là, ce qu'on vit en ce moment, la volatilité, elle est encore plus forte qu'à cette période-là. Donc, puisqu'il y a quand même cette bourse mondiale alimentaire qui globalement, je dis une bourse mondiale alimentaire, c'est pour imager le propos, mais qui en fait change les prix chaque matin. Et plus personne s'y retrouve. Tout à fait. Bon, en fait, il y a différents marchés. Tu as le marché Euronext à Paris, tu as le marché du grain à Chicago. Et le marché du grain à Chicago donne une première tendance que tu as vers 16h, 17h, et après, le lendemain matin, tu as la répercussion sur le marché européen. Et ça profite à qui? Ça profite pas aux producteurs. Ça profite... À qui profite le crédit? Alors, c'est à la base ce marché là, ce qu'on appelle, c'est très technique là, on est vraiment dans le technique. C'est le MATIF, le marché à terme, qui a été monté dans les années 2000. L'objectif justement, c'était donner des assurances aux producteurs. Donc c'était parti d'un bon principe. Sauf que les spéculateurs et notamment les fonds de pension américains ont vu dans le blé un nouveau terrain de jeu, quoi. Un nouveau terrain de jeu, ce qui a créé, qui est venu catalyser un peu le phénomène. Et après, tout le monde joue avec. Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Quelques mois avant la guerre en Ukraine, c'était la guerre en Ukraine février 2021, si je dis pas de bêtises. On était au salon de l'agriculture, je m'en souviens encore. Et quelques mois avant, le prix du blé avait commencé à augmenter, et notamment lié aux hausses de l'énergie, etc. Et à ce moment, c'était octobre-novembre 2020, la Chine avait acheté des millions et des millions de tonnes de blé. Par hasard. Comme par hasard, en accord avec Poutine. Mais Poutine savait très bien je pense réellement qu'il allait déclarer la guerre à l'Ukraine. Et je pense que la Chine le savait aussi et que c'était quand même plus intéressant d'acheter le blé maintenant que d'attendre la guerre en Ukraine avec l'explosion des prix qu'on a connue. En fait, c'est une arme, le marché des matières premières. C'est une arme qui est aujourd'hui exploitée à bon escient par la Chine, par les États-Unis. Et une arme qui est aujourd'hui un élément, comme je disais tout à l'heure, qui a des conséquences catastrophiques sur nos agriculteurs. On revient sur les marques, justement les marques qui sont aujourd'hui, alors je vais élargir le sujet. Tout à l'heure, on a parlé des marques qui sont labellisées auprès d'Agri France, mais il y a aussi des marques, quand on parle des marques américaines, par exemple, je vais citer au hasard Kellogg's. Kellogg's, aujourd'hui, c'est une entité mondiale incroyable. Je suppose que la volatilité du prix aussi pour eux existe forcément. Comment ces marques-là arrivent quand même à capter suffisamment de matière et à répondre à la demande malgré quelquefois la hausse des prix, la baisse des stocks, etc. Ils jouent avec le marché aussi. Eux-mêmes sont j'imagine, je sais pas. Franchement, je vais pas mettre de critique particulière
Kellogg's, j'ai jamais eu de contact avec eux. Peut-être qu'un jour ils vont me contacter, j'en sais rien. Mais en tout cas, il reste. En fait, faut pas oublier que le marché financier tel que lorsque j'en parle, on a l'impression que finalement, faut éviter. Quand on m'écoute, faut éviter de faire ça. Eh oui, mais c'est 99% des échanges commerciaux aujourd'hui dans le monde. Ça se font sur le marché. Donc pour eux, c'est naturel. Bien sûr. Ils ont jamais connu autre chose. Mais comme des agriculteurs aussi qui nous connaissent pas ou qui nous découvrent et qui se disent il y a peut-être un autre moyen de sécuriser mes revenus. Mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui, faut être honnête, qui ne connaissent pas encore, et encore à l'international, c'est sûr que non. Et implanter, ça serait marrant d'ailleurs, implanter Agriéthique en Amérique du Nord, pourquoi pas, moi j'attends que ça. Pour montrer qu'il y a un autre moyen de faire du business en rééquilibrant les rapports de force entre tous les acteurs, quoi. Alors, qui sont les adhérents d'ailleurs? Parce que moi j'ai noté qu'il y avait des collectifs de producteurs. Oui. Hein, c'est ça. Il y a des industriels, on en a cité quelques-uns tout à l'heure, des fermes, bien entendu. Oui. Près de 3500 fermes en France. Ouais, il y a plus de 4000 agriculteurs, 4000 fermes, le terme est approprié, qui bénéficient du label Agriéthique. Et puis derrière, justement, est-ce que ces fameux adhérents payent une cotisation? Comment ça se passe? Merci d'aborder le sujet. Ouais. Alors, l'organe qui va payer la cotisation, c'est la marque en fait. C'est la marque souvent qui paye la cotisation. Ça n'a pas de coût additionnel pour les agriculteurs. Ça n'a pas de coût pour les agriculteurs. Et c'est important aussi, ce ne sont pas des contraintes supplémentaires. Je ne sais pas si on va arriver sur... Joue pas le jeu. Les deux. À la fois les industriels et les agriculteurs. Mais pourquoi? J'assume complètement les propos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit ils ne connaissent pas, et je les excuse, justement. On est là pour ça. On est là pour ça aujourd'hui. Je provoque un peu, mais Ah non, c'est très bien. Moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est à la fois les agriculteurs comme les industriels ou les artisans, parce qu'on a des artisans aussi. Les boulangeries aussi, parce que les boulangeries, quand je dis les artisans, je pense aux boulangers. Il y a 33 000 boulangeries en France. Oui, il y a 1000 boulangeries. Et 1000 boulangeries voilà, chez Agriéthique France. Amis boulangers, engagez-vous. Engagez-vous. Ah oui, complètement. Je sais pas s'il fait partie d'ailleurs, il faut peut-être le contacter. On avait reçu Jean-François Bandet, le président de Bohémie, les boulangeries artisanales à Paris, qui cartonnent. Il faut le sensibiliser. Je vais noter tout de suite, Bohémie, on va le contacter avec plaisir. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un changement de philosophie quand même. On passe d'une logique contractuelle, j'ai utilisé le terme des traders, des spéculateurs spot, tu vois ce que je veux dire, avec un prix fixe, à une logique contractuelle sur 3 ans minimum, voire sur 10 ans. On a des acteurs qui sont engagés sur 10 ans. Je me permets de prendre l'exemple des œufs. Les œufs, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire la garantie d'un prix plancher? Sur 3 ans, par exemple, sur 10 ans. Alors, j'aime pas le terme prix plancher. D'ailleurs, c'était un sujet du salon d'agriculture, je crois. Nous, on n'est pas sur un prix plancher. On est sur un prix basse coût de production. Prix plancher, ça veut dire que tu peux suivre le marché à la hausse. Nous, on est déconnecté de marché. On est déconnecté des marchés financiers. Ça, c'est hyper important. On est le seul label, de toute façon, à faire ça. On est déconnecté des marchés financiers. C'est-à-dire que l'agriculteur, faut qu'il accepte de pas avoir la hausse liée à une annonce de Poutine ou de Trump. Mais le consommateur, faut qu'il accepte de payer au juste prix quand les matières premières... Je me suis mal exprimé dans le sens où je parlais de prix plancher, c'était une forme de prix garanti. Oui, c'est une prix garanti. C'était vraiment l'idée de mon propos. C'est plutôt prix garanti. Et si je reprends l'exemple des œufs, des poules pondeuses, il manque, je sais que tu aimes bien les chiffres, il manque 300 élevages de poules pondeuses en France, d'accord? À peu près les élevages de 30 000 poules, c'est du plein air, etc. Parfait. Et le problème, il y a une pénurie des œufs en France. Les acteurs industriels recherchent des œufs français. Donc, et les œufs sont plutôt à un prix intéressant pour les éleveurs, puisqu'il y a une pénurie. Eh bien, dans ce contexte-là, nous, on a des acteurs industriels qui s'engagent sur 10 ans pour inciter des agriculteurs à installer de nouveaux bâtiments.
C'est-à-dire qu'on va pas aller chercher des bâtiments existants. Non, non. On va installer des nouveaux bâtiments. Et dans le prix payé à l'éleveur, on intègre l'amortissement sur les 10 ans. C'est quand même génial. Bien sûr. Et derrière, ça permet à l'agriculteur de diversifier son activité, ce qui lui permet d'être plus, alors j'aime pas le terme non plus, un peu galvaudé, résilient. Et puis résistant, je préfère le terme résistant. Soyons résistants. Voilà, de se diversifier pour être résistant et d'installer éventuellement son fils ou sa fille dans l'exploitation. Et on a des super histoires. Engagement sur 10 ans. Donc, pour revenir à ta question au départ, il faut quand même un déclic. C'est-à-dire que il faut pouvoir avoir la maturité de se dire, bon, moi, j'arrête parce qu'en fait, ceux qui sont sur les marchés, j'assume complètement mon propos, ont une vision court terme, faut se le dire. C'est une vision court terme. C'est-à-dire qu'ils font le pari de gagner, en fait. On est sur du poker. On est au casino du coin où on va parier sur une matière première. Comment on arrive à lutter? C'est une question candide. Comment arrive-t-on à lutter justement contre cet effet de marché, alors qu'il y a quand même de très bonnes intentions derrière quand même ce qui vient d'être expliqué, parce que on parle quand même de vie, et je vais employer aussi un mot plus fort, de survie aussi, d'un vrai savoir-faire à la française. On est quasiment 400 000 exploitations agricoles. On a quand même perdu 100 000, je crois. Mais ça va continuer. On a perdu 100 000 en l'espace de 10 ans, d'après ce que j'ai pu lire. Justement, pourquoi, tout simplement? Pourquoi, justement, cette logique ne force pas plus les portes et ne séduit pas plus de monde? Je pense que le système actuel doit arranger un certain nombre d'acteurs. Nous, notre rôle, je reviens sur la médiation, c'est hyper important. Quand une marque vient nous voir, on leur demande, vous travaillez avec qui? La question est très simple. Vous travaillez avec qui? Qui sont vos agriculteurs? Déjà, c'est en termes de diagnostic, il n'y a pas mieux. S'ils connaissent pas leurs agriculteurs, c'est déjà compliqué. N'empêche que c'est un indicateur extrêmement révélateur. Et en fait, nous, on met en relation les agriculteurs avec les marques avec les agriculteurs. L'objectif, c'est de créer du lien entre les deux, parce que la marque, elle est en direct avec le consommateur, et l'agriculteur, on va dire, il est en direct avec le vivant. Et si ces deux-là ne se parlent pas, bah, ça ne peut pas fonctionner. Donc la première étape, elle est là. Et quand tu dis, bah, en effet, pourquoi ça va pas plus vite, bah, déjà, il faut qu'il y ait un peu plus de contact entre les différents maillons, et ensuite qu'ils puissent se mettre autour de la table bah, pour parler du prix. Et quand on parle du prix, une fois qu'on a stabilisé le prix, bah, on peut parler des autres sujets, en fait. Le problème, c'est qu'on stigmatise toutes nos relations sur le prix. Donc, franchement, on se fait plaisir en parlant d'environnement, de carbone, de biodiversité, de bien-être animal. Mais si tu n'as pas stabilisé le prix, c'est même pas la peine de parler un prix rémunérateur qui va vraiment sauver la situation. C'est pas la peine de parler d'autres sujets. Ça sert à rien. Je demande même pas à la grande distribution de contractualiser sur 3 ans, 10 ans. C'est peut-être trop compliqué pour eux que celui qui tienne la plume, ça soit l'agriculteur. C'est en fait l'histoire, elle est là, c'est rééquilibrer les rapports entre les agriculteurs, la grande distribution. Jusqu'à maintenant, et ils m'en voudront pas, la grande distribution a toujours tenu la plume du prix et a tenu la plume du cahier des charges. Moi, ce que je souhaite... Et de ses marges aussi. Peut-être. Mais ce que je souhaite, c'est que ça soit l'agriculteur aussi qui tienne la plume. Donc rééquilibrer les rapports, c'est le rôle. Et tout le monde s'en porte mieux. Ce que je demande à la grande distribution, c'est... il y a des moyens extrêmement simples de favoriser ce type de démarche, c'est d'en faire la promotion et d'en faire le merchandising approprié dans les rayons. Franchement, moi je n'attends que ça. S'ils font ça, déjà en disant j'oriente les achats et je sensibilise mes consommateurs à Agriéthique et aux marques qui portent Agriéthique, clairement on va développer les volumes. Et je pense que c'est même le meilleur levier, parce qu'on sait très bien qu'au final, c'est quand même le consommateur qui va acheter le produit. Donc moi, ce que je leur demande, c'est demain, un distributeur veut être partenaire d'Agriéthique, avec plaisir. Est-ce que le marchepied, justement, c'est pas celui-ci? Parce que 80% des produits alimentaires aujourd'hui qui sont achetés proviennent de la grande surface. Il
faut quand même juste remettre aussi l'église au milieu du village, comme dirait l'autre. Et est-ce que le vrai sujet qui va demain faire en sorte que ces agriculteurs, ces exploitations soient déjà aussi un peu plus considérés, parce qu'on entend quand même beaucoup d'effets d'annonce, enfin ça c'est mon avis, venant quelquefois de distributeurs, mais est-ce que les engagements sont tenus derrière? C'est la vraie question. Alors, juste pour répondre, quand tu dis 80%, en effet, je pense qu'il y a 2 leviers pour inciter. Il y a le levier GMS, parce que, comme tu dis, c'est 80% de la consommation. Et là, on est sur un enjeu court terme. Et après, il y a un enjeu long terme, nous qu'on travaille beaucoup actuellement, et notamment, on parlait de Bonduelle tout à l'heure, c'est la RHF. C'est la restauration à foyer, c'est les cantines scolaires. Eh oui, on en parlait avant l'émission avec signature avec un partenariat avec Andros, par exemple. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir venir aussi sensibiliser les plus jeunes au sujet. Parce que l'enjeu, il est là, faut être honnête. Bien sûr. Si on prépare pas l'avenir, si on prépare pas les jeunes je dirais, finalement, ce sont les jeunes qui vont venir, on parle de souveraineté alimentaire, ce sont les jeunes qui ont le levier pour faire évoluer les mentalités. Moi, je crois beaucoup à ces générations qui arrivent, qui ont des convictions fortes et qui peuvent entendre notre message, quoi. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences. Petite question pour essayer aussi un petit peu de toujours explorer des territoires, expliquer à nos auditrices, à nos auditeurs les sujets. Moi, quand j'entends effectivement ce qui vient d'être dit, j'ai envie de me dire, mais tiens, quelle est la différence, ou est-ce que une entité comme C'est qui le patron, c'est un concurrent Voilà, alors, pour essayer de comprendre en fait au milieu de tout ça, parce qu'on s'y perd un peu. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'attendais cette question, les labels, les autres marques. Les autres marques. Une marque comme C'est qui le patron. En fait, C'est qui le patron, je pense que ils sont nés en 2016. Je les connais bien. Ils ont su éveiller les consommateurs au sujet. Ça, on peut pas le nier. Ils sont très forts en communication. Par contre, C'est qui le patron, c'est une marque. Et oui. Nous, on est un label. D'accord? Donc, C'est qui le patron? Donc, multimarque. Voilà. Donc, multimarque. Nous, on va venir garantir que la marque respecte bien ses engagements. Donc, on pourrait venir garantir que C'est qui le patron respecte bien ses engagements. Oui, on peut imaginer. Donc, nous, on est neutre. Patron chez Agri France. Moi, je devrais pas dire les agri. Moi, je peux dire le label ne vend pas de produits. Moi, j'ai aucun intérêt économique. C'est ça qui fait ma force et ma légitimité. Alors, c'est vrai que plus il y a des grandes marques qui s'associent à nous, plus on a de poids pour se faire respecter et faire respecter les engagements. Donc, je remercie Laurent Cavard, qui est le patron de Bresse, Jacques Trottier, le patron de la Berry, de nous avoir rejoints. Gilles Conan, le patron de la boulangère. Parce que ces hommes-là, c'est eux qui vont faire évoluer les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont le courage. Xavier Nkovic, c'est le patron de Bonduelle Monde. J'ai eu la chance de le rencontrer, j'étais très content. Et lors du lancement, je lui ai dit, et il m'en voudra pas parce que j'ai fait un post LinkedIn là-dessus. J'ai dit, mais Xavier, pourquoi tu t'es engagé avec un label de commerce équitable comme Agriéthique? Et je lui ai dit, c'est courageux, avant qu'il réponde à ma question. Et il a fait un pas en arrière, et il dit, mais pourquoi tu dis que c'est courageux? Je lui ai dit, c'est courageux parce que vous êtes une marque forte, vous avez des relations déjà privilégiées avec vos producteurs. Quel est l'intérêt de venir les faire certifier? Vous aviez pas besoin de nous, finalement. Il me dit, si. On a besoin de vous parce qu'on avait besoin de se faire challenger. Là, il marque un point obligatoirement. Besoin de se faire challenger, c'est le rôle du label. Et on a besoin aussi que nos engagements émergent parmi toutes les démarches de marque, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un tiers de confiance, comme le label, qui vient garantir les engagements de Bonduelle, obligatoirement, ça lui permet de se démarquer et de sortir de l'ensemble de ces labels. C'est très inspirant comme réflexion. Comme le disait un grand philosophe des années 80 qui s'appelait Coluche, à force de faire du surplace, on finit par reculer. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'entendre justement ce genre de choses, au-delà de la blague, je viens de dire. Maintenant, une grande marque, c'est une marque qui se challenge en permanence.
On arrive presque à la fin de l'émission, j'ai quand même encore quelques questions. Selon toi, quel rôle les consommateurs doivent-ils jouer pour soutenir justement une transition écologique compatible avec la souveraineté alimentaire, si j'élargis un peu le spectre? Alors, c'est pas simple parce que, d'ailleurs, j'ai pas répondu totalement à ta question précédente, parce qu'on parlait de C'est qui le patron, mais c'est une marque. Mais on n'a pas parlé de la multiplicité des labels. C'est un peu ça, le consommateur, moi j'entends tout le temps, il est noyé par les labels. Je vais pas les citer, mais tu as des labels sur la biodiversité, labels sur le bien-être animal, des labels sur moins de phytosanitaires, etc., etc. Mais le label, tu le labelles, non, ça veut mais dire qu'on n'y croit plus au bout d'un moment, c'est alors ça? oui, il y a probablement un risque, mais surtout ça complexifie. Et ben nous, on vient simplifier avec Agritic. On vient simplifier, et le message que je voudrais faire passer auprès du consommateur, c'est que quand vous voyez notre logo sur le produit, vous avez la garantie que le producteur est payé au juste prix. Et bien après, tout en découle. Tout en découle. Si le producteur est payé au juste prix, mais d'ailleurs, derrière, il va se préoccuper de ses animaux, et bien s'en préoccuper. Il va s'occuper de l'environnement. Il va avoir un raisonnement beaucoup plus technique. Préserver l'emploi. Préserver l'emploi. Donc en fait, relocaliser potentiellement. Nous on est. Alors je sais pas si l'image est bonne, mais c'est le premier domino, tu sais, quand tu fais bien sûr. Agritic, c'est le premier domino. Ouais. C'est une belle image. Si t'as pas le premier domino, le reste, c'est même pas la peine de s'en préoccuper. Dernière question, quels sont aujourd'hui les principaux freins du label agroéthique par rapport justement à tout ce qu'on a pu se dire? Il y a quand même des freins qui sont plus importants que d'autres. Le frein au développement, c'est la méconnaissance. Clairement. Pourtant, on se soigne, mais c'est pour ça ce podcast est hyper important pour nous. Moi, j'attire beaucoup d'importance à ce genre. Et ce qui est intéressant dans ton podcast, et je sais c'est pas la question, mais c'est justement que tu donnes la parole à des entrepreneurs. Et ça, c'est hyper important dans les médias actuels. C'est-à-dire que il faut donner la parole aux acteurs qui sont sur le terrain. Il faut donner l'acteur. Et donc la méconnaissance est un frein au développement. Moi, j'essaye de faire passer les messages via les réseaux sociaux, sur mon profil LinkedIn, où je prends des positions justement pour défendre l'intérêt de nos partenaires. Mais clairement, c'est la méconnaissance. C'est la méconnaissance.